Salut Batman. Salut Robin. Je reçois une nouvelle fois Robin Recht. On avait fait une vidéo ensemble, auteur de bande dessinée. Non pas au sens large, mais au sens Ouais. canonique. Et devant le succès. Et devant le succès, puisque tu es à la fois dessinateur, scénariste. Parfois tu fais un rôle, parfois tu fais les deux. On dit auteur. On dit auteur. On a déjà fait une vidéo sur la création, c'est-à-dire ex nihilo. On a parlé de ton album Torgal Adieu Harissa qui s'inscrit dans la série Torgal Saga. C'est ça. Et on a parlé du Big Bang de l'inspiration, de Ouais. comment tu... De la mise en scène. De la mise en scène, oui. On a parlé de technique. Ouais. Et on a parlé aussi de la genèse du projet, c'est comment tu te retrouves à dessiner un Torgal. Et aujourd'hui, tu reviens parce que j'aimerais qu'on parle d'un autre aspect de tes œuvres qui sont les adaptations. Que j'aime beaucoup. Que tu aimes beaucoup, parce que tu es un feignant un petit peu, non ? Mais ça va être une de mes questions. Ça sera une de mes réponses. Donc, dans ta bibliographie, c'est pas bibliographie, Si. BD, Non, si c'est c'est bon. ça, On est bibliographie, bon, on est bon. bibliographie. On va parler de La Cage au con, qui est une adaptation du roman de Franz Bartelt, Le jardin du bossu. Le Jardin du Bossu, et Aux éditions de la série noire. l'édition Delcourt. Oui, mais le bouquin Ah oui. d'origine, c'est pas la série noire. Oui, mais moi je l'ai mis en poche. Et aux éditions Glénat, Conan, la fille du géant du gel, Conan le Cimérien, qui est une adaptation de Robert Howard, qui a commencé à écrire les aventures de Conan en 1932, donc c'est pas tout jeune. Il a potassé, il a bossé ses fiches, bravo. Ouais, bah t'as vu, Wikipédia. Voilà. Et là c'est beaucoup plus de l'heroic fantasy. Donc, première question, c'est comment tu choisis une œuvre à adapter ? Pourquoi Le Jardin du Bossu ? Pourquoi La fille du géant du gel ? Ouais, c'est difficile à répondre parce qu'il n'y a pas de réponse claire, définitive qui permet d'apporter un chemin tout tracé. C'est un peu des circonstances dans les deux cas. Alors au départ, il y a quand même un attachement émotionnel à une œuvre. Mais ça ne veut pas dire qu'on avait prévu d'en faire une adaptation dès le départ. Okay. C'est deux... Quand tu dis les auteurs. Oui. Moi, c'est deux bouquins, alors un personnage et un roman que j'ai lu, l'un pour quand j'étais môme. Hein, quand Ah oui, Conan ? Conan, j'avais 13-14 ans quand j'ai lu ça. J'avoue que j'ai jamais lu. Ben, Enfin, je suis un grand fan du premier Je film. vais continuer la vidéo, puis tu vas aller... Qu'y a-t-il de mieux dans la vie ? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Mais ça vaut le coup ? C'est-à-dire que même aujourd'hui, je peux lire Conan... Ouais, c'est des bons romans d'aventure. D'accord. C'est du pulp, hein, c'est de la littérature populaire extrêmement... pas basique, mais il y a vraiment un pulse. C'est pas pour rien que c'est devenu assez connu. D'accord. Et dans l'autre cas, c'est un roman que j'ai lu beaucoup plus tardivement. Oui. Je devais avoir une quarantaine d'années. C'est un très bon ami qu'on a en commun qui me l'a mis dans les mains en me disant tiens, lis ça. Et que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu. Et dans les deux cas, il s'est trouvé dans mon parcours professionnel des moments où l'opportunité de les adapter devenait... Possible. est arrivé sur le devant de la scène, c'est-à-dire en me disant tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah tiens, ça pourrait être sympa. D'accord. Et Conan, par exemple, parlons de Conan, je venais de m'engueuler comme à la mort avec le scénariste de Elric, qui est une autre adaptation chez Glénat. Pour m'exfiltrer de la série, j'ai dit à l'éditeur moi je veux bien partir de la série, mais par contre il me faut du taf parce que là j'avais plus de bouquin, j'avais pas prévu un bouquin derrière. Et donc, je savais qu'il lançait cette collection-là. Oui, parce que le héros était tombé dans le domaine public. Exactement. Et donc, c'est un peu l'équivalent. Enfin, il y a eu des cartes blanches à des auteurs, il me semble. Ouais, complètement. Un petit peu comme il y a eu pour Torgal Saga, en fait. Ouais, c'est le même modèle. C'est-à-dire, venez, alors dans les deux cas, c'est un héros populaire. Et venez, amusez-vous le temps d'un album avec le personnage. Alors, sauf que Torgal a un public et une histoire en BD, tandis que Conan, il n'y avait pas une série dédiée qu'à 40 ans. Non, mais c'est un personnage qui est finalement plus connu que Torgal hein, au niveau populaire, oui. Si tu sors du cadre de la BD. Ouais. Par contre, c'est un personnage très clivant, ce que n'est pas Torgal. Ouais. Et alors, pourquoi il est clivant ? Parce qu'il représente pas forcément les valeurs du temps, et c'est très masculiniste, c'est très
Tu veux dire qu'un homme musclé qui brandit des haches, c'est masculiniste? Il n'y a pas que ça, ça vient d'une culture américaine très libertarienne, de l'individu seul face à son environnement, qui s'accomplit par lui-même, par ses propres moyens. Il y a quelque chose d'hyper individualiste dans Conan, qui est très américain, pas du tout européen. Ok, mais parce que qu'est-ce qui change aujourd'hui là-dedans, en particulier aux États-Unis? Eh ben, le progressisme est passé par là et que les années Reagan sont passées et qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que Schwarzenegger serait la même star de cinéma qu'il était à l'époque. D'accord, mais avec Trump qui revient au devant de la scène, pour moi c'est le retour du... Peut-être que de nouveau il y aura... Coucou sur la table. Ouais, peut-être que... et que tu attaques l'Iran sans... Je m'en fous du Congrès. Tout va très vite. Mais disons qu'on est passé par 20 ans où le progressisme a défini des valeurs de société, et peut-être que là il y a un retournement de situation, mais disons qu'en Europe c'est moins le cas peut-être pour l'instant, même si c'est discutable. Et en tout cas Conan était un personnage qui représentait quelque chose de plus fort politiquement que Torgal, qui est beaucoup plus neutre. Oui. Il incarne un truc des années 80 pour moi, Conan, avec le film. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on te lance sur Conan, et toi, tu avais lu, donc c'est des recueils de nouvelles Exactement, et c'est un novelliste qui a fait une trentaine de nouvelles. Et voilà, et comme le truc était d'en faire des adaptations seulement des nouvelles, parce qu'en fait, le personnage de Conan appartient à une boîte américaine qui s'appelle Conan Property. Ça annonce clairement la couleur. Voilà. C'est à moi Conan. Exactement. Ça, c'est le nom de la boîte, quoi. C'est le nom de la boîte. Et donc, si tu commences à faire des nouvelles histoires avec le personnage, il y a une armée, non pas de barbares, mais d'avocats américains qui vont débarquer. C'est un peu des barbares. Oui, voilà. Et donc là, ce qui était possible à faire, c'était une adaptation vraiment fidèle des bouquins de Howard qui étaient tombés dans le domaine public. Mais alors, justement, c'est un peu paradoxal de dire c'est tombé dans le domaine public, mais ça appartient à une compagnie. Le personnage appartient, mais les textes sont tombés dans le domaine public. D'accord, ok. Donc il faut adapter stricto sensu le texte, voilà. Sinon t'as affaire aux avocats. Alors il y a toujours des zones de flou, mais si tu peux dire moi quand même c'est le texte, ça va aller. Et de fait, il n'y a pas eu de problème que je sache, peut-être qu'il y en a eu en sous-main, mais je n'ai pas entendu parler de problèmes légaux vis-à-vis de la collection. D'accord. Et pourquoi cette nouvelle-là, La fille du géant du gel? Alors ça, c'est une autre affaire qui était assez rigolote. C'est quand j'ai débarqué, donc moi j'avais des petits soucis avec les éditions Glénat, mais quand même ils voulaient me filer, donc c'était le deal de me filer du boulot. Et l'éditeur était le même sur Elric que sur la collection Conan, donc c'était assez simple. Et il me dit, bon bah ok, pas de problème, je t'envoie la liste des nouvelles qui étaient possibles et qui n'étaient pas encore adaptées. D'accord, oui. Parce qu'il y en a qui étaient déjà réservées. Et donc il m'envoie, et je regarde les nouvelles, et je liste moi de mon côté les nouvelles que j'avais de Howard, et je vois qu'il y a des manquements, donc il y en a, la plupart je me dis, bah ouais, ça doit être des trucs réservés. Je commence à lire les nouvelles et je commence par la plus courte parce que je suis un feignant et que voilà, j'ai pas envie de me taper. Tu veux dire que t'es un auteur de BD. Voilà, et donc la plus courte, c'est celle qui s'appelle La fille du géant du gel, qui est historiquement pas la première qui a été écrite, et qui fait quelques pages, qui fait une trentaine de pages. Ah oui, c'est vraiment court. C'est très très court. Et je lis ça et je me rends compte que là-dedans, il y a exactement tout ce que j'aime de Conan. C'est un espèce de condensé chimique de ce qui me parle dans le personnage. Et donc j'appelle mon éditeur en lui disant dis donc Coco, alors non, je l'appelle pas Coco, je l'appelle Benoît. Dis donc Benoît, est-ce que la fille du géant du gel, elle est pas sur ta liste? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle est déjà réservée ou... Et il me dit non, mais elle est trop courte, il n'y a rien à en faire, on l'a pas mis parce que... Et je lui dis, bah écoute, non mais file-moi ça, c'est ça qui m'intéresse, moi ça me va. Il me dit, bah non, prends pas ça, il n'y a rien à en faire, prends un truc plus aventure, plus... Ça c'est juste une espèce de rêverie viking. Oui, parce que tu as quand même 72 pages, ça. Mais oui. Et ben voilà. Et puis il essaie de me convaincre sur une réunion, il voit que je suis chiant, et donc un peu de guerre-là, je dis, bon, allez, fais ce que tu veux, on s'en fout. Et je commence à travailler là-dessus. D'accord. Donc ça s'est fait un peu, pas par hasard, mais
Bah oui, non, c'est pas par hasard du tout. Mais alors, tu me dis, c'est le concentré chimique de tout ce que t'aimes dans Conan, c'est-à-dire. Eh ben, le rapport à la mythologie qui est Est-ce là. qu'on peut parler. L'homme face à la mythologie, l'homme face à un monde qu'il ne maîtrise pas. L'homme qui se résout par ses propres moyens dans Conan. Une part de sexe, d'érotisme et une tension violente. Dans l'érotisme. Dans l'érotisme, mais pas seulement, dans le monde, dans le rapport au monde. Et un personnage qui n'est pas solaire ni forcément positif. Et quelque chose que j'aime bien dans Conan, c'est que c'est une force qui va, c'est pas une force positive. Mais moi je connais pas les œuvres de Robert Howard, mais par contre je connais les films. Ouais. Conan n'est pas positif, c'est plutôt un drame en fait, Conan, le premier, le barbare. Oui, même si il en a encore fait autre chose, Milius. On pourra en discuter, mais lui-même a fait une adaptation. Au départ, il voulait faire un film sur Gengis Khan, qui ne s'est pas fait. Et il s'est servi, il a fait un mix de plein de choses qu'il aimait pour se servir du personnage de Conan, pour l'amener dans lui-même un univers que lui avait de personnel. D'accord. Donc c'est pas une adaptation stricto sensu littérale, on va dire, de l'esprit de Howard, comme la mienne n'est pas encore autre chose. Oui. Est-ce qu'on peut parler de l'histoire en quelques mots sans forcément faire de spoiler? Bah non, parce que l'histoire elle va tout droit, c'est une ligne droite, donc on peut en parler en 2 secondes. Conan est jeune, il participe à une bataille dans les terres du Nord où il y a 2 peuples qui se font la guerre de manière immémoriale. Et il est le seul survivant, et sur le champ de bataille apparaît une jeune femme nue, qui... rousse, nue, très belle, qui le séduit. Et il y a une tension qui va vers... on peut dire une volonté de viol de la part de Conan qui devient un peu fou, comme une sirène. C'est le mythe de la sirène qui revient. Et elle l'attire de plus en plus loin dans les montagnes pour l'attirer vers ses 2 frères qui doivent le tuer pour que son père, qui est un dieu, le dévore et l'amène à la table du Valhalla, qui est là où les guerriers... donc c'est une demi-déesse qui repère les guerriers les plus valeureux pour les amener à la mort. Voilà. C'est quelque chose de très païen, de très sauvage. Et ça va tout droit, vraiment. Folk horror, comme on dit. Ouais, c'est vraiment une course-poursuite dans les montagnes sur fond de mythologie. D'accord. Quel est l'accueil de la BD? Alors, il est bon parmi les fans de Conan. J'ai eu des retours plus que dithyrambiques, même littéraires. Quand tu dis littéraire, il y a des critiques presse? Ouais. Non, mais des gens, plutôt des critiques. Maintenant, la critique presse, c'est un peu un truc bizarre, mais des gens qui sont critiques sur des blogs, qui s'improvisent eux-mêmes critiques et que je trouve plutôt meilleurs, moi, que les critiques autorisées. Et qui sont des vrais fans de livres et qui ne font pas carrière. Alors que le critique autorisé est plutôt en train de faire sa carrière à travers la critique. Mais bon, c'est un autre débat. Et il se trouve que j'ai eu des retours que j'attendais pas, mais vraiment assez nombreux, en direct, sur des messages perso, où les gens faisaient des dissertations sur le bouquin, en disant à quel point ça les avait touchés, et à quel point j'avais touché quelque chose là-dedans. Alors j'en ai pas eu 300, mais j'en ai eu beaucoup plus que dans ma carrière, une bonne dizaine, quinzaine de gens qui spontanément faisaient des textes assez longs pour me dire qu'ils avaient aimé l'album. Et après, j'ai cru sentir que le fan de Conan était content, et que par ailleurs, le grand public n'était pas très intéressé par le personnage. Oui, et alors justement les retours entre guillemets, alors je ne veux pas parler financier, mais en termes de chiffre de... Si, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Enfin, nombre d'albums vendus. Ouais, c'est ça. Il faut savoir que par exemple, Elric, qui était une série qui avait eu un certain succès, avait vendu autour de un peu plus de 30 000 au titre. Sur le premier tome Un peu plus sur le premier tome, et puis un peu moins sur les suivants, mais à la moyenne, on est à peu près à 30. Et là, on est plutôt à 10, 12. Donc c'est 3 fois moins que Elric. Et alors, dans l'univers BD, moi, je me rends mal compte des chiffres. J'imagine qu'un Astérix, c'est des centaines de milliers. Oh, ça peut être même parfois des millions. Ouais. 1 million, on va dire. C'est pas un succès, c'est pas un échec. C'est un succès d'estime. Même pas. Ah oui. 10, 12 000
En gros, c'est une opération à peu près blanche pour l'éditeur. D'accord. Il est content parce qu'il n'a pas perdu de pognon, il fait vivre, il fait tourner de l'argent, il fait tourner des livres, mais globalement, on peut considérer que ça n'a pas touché un grand public. Oui. Alors, si, parce que l'objet, c'est pas forcément ça, dans la vidéo précédente qu'on avait faite ensemble, tu parlais de séquencier, découpage en scène, façon écriture-théâtre, enfin jusqu'à l'écriture-théâtre. Ouais. Là, ça se passe exactement de la même manière ? Complètement. Parce que, comment est-ce que, j'imagine que le Conan Property, ils vont quand même regarder, surveiller que tu adaptes. Pas vraiment. C'est à partir je pense pas qu'ils l'aient lu. Ils ont vu qu'il y avait une collection d'adaptations qui a été faite par des Français. Et ils ont dû contacter les éditions Glénat pour savoir quel était l'objet du truc. Et à partir du moment où ils ont fait un arrangement entre eux en disant ok, vous faites ça, il n'y a pas de problème, machin. Je pense pas que ça a été examiné à la loupe. Oui, parce que c'est scène à scène. Non, moi j'ai quand même rajouté beaucoup d'éléments qui n'étaient pas dans la nouvelle. Alors justement, c'est ma question. Le respect de l'œuvre. Le respect de l'œuvre originale et qu'est-ce que c'est qu'une adaptation et qu'est-ce que c'est qu'une adaptation pour toi et qu'est-ce que c'est qu'une adaptation réussie. Alors en préambule, moi je lis La Horde du Contrevent, qui est une adaptation bande dessinée du roman de... Un bon ami, Eric Enino, qui a fait l'adaptation en BD, et qui est donc le livre de Damasio. Ouais. Et Damasio, dans la préface du premier tome, dit qu'on reconnaît une bonne adaptation par la qualité de sa trahison. Et j'avais trouvé que l'expression était assez marquante. C'est-à-dire que pour lui, une adaptation est forcément une trahison. Et qu'ensuite, est-ce qu'on aime la trahison qui a été faite ou pas ? Alors c'est une question philosophique qui n'a pas de réponse claire et nette. Je pense que chaque auteur va avoir une réponse particulière par rapport à sa sensibilité, par rapport à lui, comment il veut se placer par rapport à l'œuvre originale. Je peux en parler de moi, ma conception. Oui, bien sûr. Moi, ma conception, j'avais été très touché par une formule extrêmement provocatrice de Jodorowsky, célèbre scénariste de BD. Et qui a raté Dune. Et qui a raté Dune, c'est-à-dire que le film s'est pas fait. Oui. Mais justement, en parlant de Dune, il avait dit, sur le travail d'adaptation qu'il avait fait, avec son accent espagnol que j'imiterai pas, une bonne adaptation... Attends, il faut que tu le fasses avec l'accent espagnol. La bonne adaptation. Adaptation. Adaptation, avec la jota. Ouais. C'est un viol avec beaucoup d'amour. Formule très populaire en 2025. Exactement. Et je comprends tout à fait ce qu'il veut dire, c'est-à-dire violer au sens où on rentre dedans de manière violente, mais il faut énormément d'amour pour le faire bien. C'est-à-dire si on a un genou à terre devant si on est fan, c'est-à-dire si on est adepte au sens religieux du terme de l'œuvre, on va se soumettre à l'œuvre. Et donc on est déjà perdant puisque l'œuvre est plus forte que toi. Exactement. Et donc il faut y aller comme un viking qui rentre dans une église, c'est-à-dire... il n'y a pas beaucoup d'amour chez le viking qui rentre dans une église. Oui, mais justement, là, il faut beaucoup d'amour en plus. C'est ça que c'est un peu schizophrène. C'est qu'il faut énormément d'amour pour l'œuvre qu'on va adapter. Parce que je pense que sinon on ne fait pas du bon travail. Sinon tu fais... Ou du respect, d'amour c'est un peu fort, mais du respect, quelque chose qui nous a touchés et qu'on respecte. On respecte ce qui nous a touchés dans cette œuvre. Et pour autant, il faut ne pas avoir un genou à terre et dire je vais en faire ma chose. Être autoritaire sur sa prise de pouvoir sur l'œuvre. Donc là, tu rajoutes une dimension finalement qui se rapproche de la création. Ouais, il faut être un peu mégalo. Faut dire ça va être cette œuvre qui m'a tant touché et que je trouve formidable, je vais en faire ma chose. Mais quand tu dis ta chose, ça veut dire que toi, tu as vu un prisme particulier que tu vas accentuer ? J'ai une émotion qui m'est propre, parce qu'on a tous des émotions particulières par rapport à la manière dont on a découvert une œuvre. On va pouvoir voir le même film, aimer peut-être le même film, et pour autant, ce qu'on a vécu n'a pas été la même chose. Et donc, moi, je vais partir de cette émotion et essayer de la traduire dans ma vision de cette histoire. Et donc là, par exemple, si je prends Conan, quel est le prisme que tu prends par rapport à la nouvelle ? J'ai été très intéressé par la dimension érotique qui existe dans le bouquin, mais qui est beaucoup plus calme, parce que le temps était différent et que peut-être Howard n'était pas aussi
intéressé par ça que moi. Et donc j'ai voulu faire quelque chose de très cul et de très violent. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'était d'aller dans quelque chose de très primal, de très animal. Et je me suis intéressé beaucoup à mélanger, à faire un espèce de mariage bizarre entre quelque chose de très éthéré, puisque la mythologie n'existe pas, c'est quelque chose d'une rêverie poétique, et quelque chose de très animal, donc très ancré dans le sol, dans les tripes. Et c'est ça qui m'a intéressé, d'essayer de marier les deux. Et ça, tu l'as eu dès la lecture de la nouvelle ? C'est mon ressenti personnel par rapport à cette lecture, c'est-à-dire j'ai un fil qui m'est donné par la lecture, et de ce fil, moi, la manière dont il résonne, c'est ça. La musique que va faire ce film quand on le touche, quand on le tend, et ben pour moi, ça va être ça. Pour un autre, ça va être autre chose. Il y a eu 10, 15 adaptations de cette nouvelle. Ah ouais, déjà oui. En BD ? Les Américains l'ont fait beaucoup. Ouais. D'accord. Il y a l'un des dessinateurs qui est devenu assez connu, qui s'appelle Barry Windsor Smith, qui a fait Weapon X, qui est un des récits les plus connus de Wolverine. Dans ses œuvres de jeunesse, quand il était vraiment jeune dessinateur, il a fait Conan pour le compte de Marvel. Je crois que c'était le premier dessinateur de Conan. Ouais. Pour Marvel ? Pour Marvel, ouais. D'accord. Et à vérifier, je sais pas. Mais je crois que c'est pour Marvel. Et il avait adapté dans les premières pages La fille du géant du gel. Et ça, tu l'avais lu avant de faire l'album ? Non. Oui, t'as voulu parce que t'as pas voulu le lire ? Non, ou parce pas vraiment, que ça m'intéressait pas. Oui, t'as rien lu dessus, tu es parti Non, bien. ouais, je suis pas intéressé par faire un boulot d'universitaire qui cherche le commentaire de commentaire sur le commentaire du... Ouais, c'est pas mon problème à moi. Moi, j'ai un problème d'artiste, d'émotion. C'est-à-dire, si je commence à essayer de décrypter intellectuellement l'œuvre, je vais perdre le fil de mon émotion qui est brute et qui n'a pas des mots clairs. C'est ça la beauté de la poésie ou de l'art, c'est qu'on essaye de mettre en forme des choses que les mots n'arrivent pas à dire clairement. Oui. Alors, si on prend autre adaptation, La cage au pont. Alors, rien à voir. Rien à voir, à la fois en termes d'univers graphique, temporalité, etc. Ouais. Parce que là, on est donc sur l'adaptation d'un auteur français vivant, déjà. Et ensuite, tu as un style... C'est un polar. C'est un polar, tu ne travailles pas tout seul, et le style graphique est extrêmement différent. Alors la première chose, c'est pourquoi le jardin du bossu ? Alors, un peu pareil, je cherchais un bouquin à faire avec un éditeur, avec David Chauvel, qui est éditeur indépendant aux éditions Delcourt. Et je lui ai proposé plusieurs idées, et il me disait oui, non, machin. D'autres qui disaient oui, mais ça ne se faisait pas pour X raisons. Et puis à un moment donné, je lui ai proposé le jardin du bossu, il l'a lu. Il a dit ah ouais, c'est vachement bien, je vois pas très bien ce que tu peux faire avec, mais pourquoi pas. Et il a essayé d'avoir les droits, et si on n'avait pas eu les droits, la BD ne se serait pas faite, mais il se trouve qu'ils ont réussi à trouver un arrangement entre l'éditeur de Franz Bartelt et les éditions Delcourt pour acheter les droits pour faire une adaptation, et donc ça a commencé comme ça. Oui, alors d'accord, c'est l'éditeur qui se charge de négocier ça. Oui, il y a des affaires d'argent, et là, l'auteur, je ne sais pas son affaire. L'auteur, toi. Ouais. Et pareil pour Franz Bartelt, qui donne ou non son accord par rapport au deal qui a été fait par les éditeurs. Après, ça peut se faire différemment. Par exemple, dans le cadre de avec Eric Enino et Damasio sur la Horde du Contrevent, c'est Eric qui a contacté Damasio, qui lui a demandé s'il était d'accord pour faire une adaptation, et le deal s'est quasiment fait entre auteurs. D'accord. Et après, ils ont parlé argent entre éditeurs. Et alors, pourquoi cette adaptation ? Parce que j'ai adoré le bouquin, que ça m'a énormément touché, ça m'a énormément fait rire. Et alors, que je voyais, c'est-à-dire qu'il y a des bouquins que j'adore, ou des choses que j'adore, je ne vois pas quoi en faire. C'est pas mon émotion, n'arrive pas à être... Je ne pourrais pas faire un livre intéressant avec cette émotion. Ouais. Là, je savais que je pouvais en faire quelque chose, et c'est ça qui me guide dans mes choix, en fait. Et alors, qu'est-ce qui t'a touché ? Parce que là, tu parlais d'émotion, par exemple, par rapport à Conan. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu, touché dans le jardin du bossu ? C'est beaucoup plus intellectuel et humoristique. Et d'ailleurs, l'humour est plus cérébral que tout le pathos qu'il y a dans Conan. Et donc, c'est un plaisir énormément plus d'adulte, intellectuel, cérébral, jubilatoire.
de faire vivre une histoire invraisemblable. Et encore une fois, j'en voyais la possibilité graphique. C'est-à-dire que si je ne vois pas la possibilité graphique, c'est pas faisable. Mais là, Quand je tu dis voyais. possibilité graphique, qu'est-ce que tu appelles possibilité graphique? De me dire, je vois ce qu'on peut faire comme type d'image qui va coller avec cette histoire. Avec Conan, c'était simple parce que je partais d'un style graphique que je connais bien, qui est le réaliste, on va dire, ancré à l'américaine. Et ça, ce que je sais faire, c'est une école que je connais bien en BD. Là, pour le coup, j'ai exploré quelque chose que je connaissais beaucoup moins et avec des outils que je connaissais moins, mais j'ai découvert, j'ai été explorer un style, mais que je pouvais quand même conceptualiser dans ma tête. C'est-à-dire je vois l'idée. Mais alors justement, parce que ton style est beaucoup plus stylisé, et qu'est-ce qui fait que tu choisis un style comme ça? L'histoire. Parce que finalement, ce qui est étonnant, c'est que tu prends un style plus réaliste pour une histoire qui est mythologique et qui est justement beaucoup plus éloignée du réel, là où le Jardin du Bossus c'est un polar contemporain, où là tu vas prendre un style qui est beaucoup plus détaché du réel. Je pense qu'il y a de l'explication dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire quand les gens sont très au fait de l'univers que tu vas décrire, tu n'as pas besoin de beaucoup le dessiner en fait. Ils font le boulot. D'accord, oui. Alors que quand tu montres des images que le dieu des Vikings qui apparaît ça on n'a pas toujours l'habitude de le voir le matin. C'est moi dans le miroir souvent. Oui, je comprends. Et du coup, salut Batman. Et du coup, tu vas essayer d'amener un autre univers graphique pour le représenter. Mais c'est aussi une affaire de culture. Dans le polar, il y a des gens qui sont passés par là, avec Tardy, avec plein d'autres dessinateurs. Oui. Et donc, il y a une culture du polar qui va s'éloigner du réel, même s'il y a des polars très réalistes. Et en Heroic Fantasy, on est aussi dans une culture beaucoup plus américaine et beaucoup plus comics, en fait. Et donc, j'ai collé à cette culture dans les deux cas, mais comme dans Torgal, je colle à la culture de Torgal. Voilà. J'aime bien coller mon univers graphique à la culture qui est la maison commune de ce genre, des genres que j'adapte. Mais est-ce que tu n'as pas peur, du coup, parce que là je vois Robin Recht au dessin dans Conan, je vois Robin Recht au dessin dans La Cage aux cons, et je me dis mais c'est des styles qui n'ont rien à voir, et du coup je n'arrive pas à savoir quel est le style de Robin Recht. Il n'en a pas, et c'est son problème, alors ça c'est un problème de boutique, mais c'est un problème que moi j'ai, c'est que je n'ai jamais eu la volonté de me formaliser dans un carcan graphique. Les auteurs ont en général... C'est pareil en photo, c'est pareil au cinéma, etc. On te dit, il faut que quand on voit une photo, on se dise ça c'est du Joel Bloch, c'est du Helmut Newton. Il faut avoir une marque, une identité graphique, quelque chose qui resserre l'univers en disant moi l'univers je le vois comme ça. Et si vous aimez ça, vous revenez et vous le reverrez comme ça. Et moi, j'ai jamais été comme ça parce que je pense que... Alors là, il faudrait aller voir chez un psy pendant longtemps, mais j'ai plutôt le syndrome du passager clandestin que celui qui impose son univers. Tu veux dire, quand tu dis passager clandestin, c'est le syndrome de l'imposteur ou... Non, c'est celui qui peut se balader incognito un peu partout et qui n'a pas de place qu'il a envie d'avoir de bien définie, qui est capable d'aller dans plein d'endroits et de s'y fondre parce qu'il est intéressé par ces endroits. Et moi, j'ai jamais été foutu de réduire mon style graphique à des gimmicks, parce qu'un style, c'est des gimmicks, qui parlent et qui communiquent un univers singulier, précis, et qui va petit à petit s'affiner et même se réduire dans les possibles au fur et à mesure du temps. Souvent, les styles s'appauvrissent, mais deviennent de plus en plus tendus vers quelques trucs, quoi. Et moi, ça m'a jamais intéressé et je l'ai souvent vécu comme un problème. Oui, j'allais te demander, est-ce que c'est pas un... mais même d'un point de vue du, entre guillemets, succès d'un auteur... Ah si, c'est vraiment un problème, parce que les gens, quand ils ont aimé une pizza, ils veulent revenir et voir la pizza, quoi. C'est tout aussi bête que ça. Voilà, la moyenne, si on aime l'ananas... Exactement. Et un éditeur même va pouvoir te remarquer parce qu'il a aimé ton hawaïenne et qu'il dit, moi, resserre-moi une hawaïenne. Oui, mais en fait, c'est quasiment le même problème qu'un acteur qui est pris pour
faire toujours le même rôle. Exactement. On a aimé Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, on veut retrouver Lino Ventura dans machin, dans truc, dans bidule, et ce Et il fait personnage-là. toujours la gueule. Et voilà, il fait toujours être le mec un peu bougon, mais avec une morale en béton, voilà tout ça. Et donc ça, c'est un style, c'est une incarnation de quelque chose qui réduit le possible, mais parce qu'on aime ce possible. Et moi, j'ai jamais été foutu, et c'est pas un choix d'auteur, hein, c'est vraiment un truc dont j'ai été incapable de me resserrer sur un style particulier, comme s'il y avait une affirmation très forte en moi de « je ne veux pas d'identité claire ». Tu vois ? Et du coup, ça m'a permis de faire des trucs un peu étranges, qui est de me balader dans plusieurs styles, avec plaisir, et parce que je pense qu'à la fin, faire du beau, ça n'a pas une forme précise en fait. Mais est-ce que tu n'as jamais été tenté du coup de publier sous différents noms ? Si, je me suis posé la question, mais en fait, c'est des emmerdements pour des libraires, parce que les référencements, parce que les ventes de livres, et à la fin, le seul truc que moi je peux vendre maintenant comme style, c'est une qualité de livre. Oui, au sens global, mais qui est indépendamment d'un style. Robin Reyes, quand il sort un bouquin, si mes bouquins sont bons, bah, ça peut devenir une marque de fabrique. Oui. C'est ce que j'espère. Oui, c'est sur plus l'appréciation que le livre lui-même. Ouais, c'est ça. Et alors, quel a été le rôle de Mathieu Angotti dans cet album ? Mathieu Angotti, j'avais travaillé avec lui sur sa vie. Des intégrations. Sur des intégrations où c'était un témoignage, ouais, c'est le bon terme, de sa vie quand il est passé dans un cabinet ministériel. Et on s'était très bien entendu, la collaboration avait très bien fonctionné dans un rapport où c'était lui le patron clairement sur des intégrations parce que c'était sa vie. Oui. Et donc c'est lui qui définissait les oui et les non, les choix artistiques. De ça on va en parler, ça on va pas en parler, enfin voilà, toutes les orientations. Et après c'est moi qui ai formalisé graphiquement pour que ça colle encore une fois, encore différemment au propos. Et à ce moment-là, il se faisait un peu, quand j'ai lancé La Cage aux Cons, il s'emmerdait un peu dans son boulot. C'est quelqu'un qui travaille énormément et qui a besoin de se stimuler souvent. Et du coup, je lui ai proposé de m'accompagner dans le bateau, parce que c'était plus sympa de ne pas être tout seul dans le bateau. J'aurais pu le faire seul, mais j'ai été très heureux d'avoir Mathieu, qui a été l'espèce de garant de... C'était un espèce de conseil constitutionnel de l'intégrité de l'œuvre. Sur les dialogues, j'allais un peu trop loin, il me disait non, ça, Franck Barthel, c'est pas dans son style, ça marche pas. Vous voyez, tu vois, il était peut-être plus script doctor, comme on dit, que j'étais plus l'auteur du livre, et lui était celui qui disait... Un espèce de relecteur ? Ouais, un peu ça, mais qui formalisait quand même les dialogues. D'accord. L'accueil de la BD ? Étonnant. Alors on avait décidé de sortir avec l'éditeur en octobre. Et fin octobre. Et fin novembre, il m'envoie un mail en me disant bon écoute, on va pas se mentir, c'est la cata. Ah oui. On n'en a pas vendu 2, mais pas loin. Et donc, bon bah voilà. Au bout d'un mois, normalement, les jeux sont faits. On est à 3000, 3005 et c'est ce qu'on appelle... Parce que c'est tiré à combien au départ ? 7-8000. Et donc c'est ce qu'on appelle un accident, pas un accident industriel, mais un échec dans le boulot. Et c'est comme ça. Moi je suis content du bouquin, mais il n'a pas trouvé son public, pour peut-être des raisons qu'on pourra élucider plus tard, machin. Bon voilà. Et puis Noël se passe, et en janvier il m'envoie un autre mail en me disant écoute, on est à 8005. Donc en 3 semaines on en a vendu 4005 de plus. Donc là, tout à coup, ça devient un succès. Ça devient en tout cas quelque chose qui est positif. Succès, c'est un terme un peu fort. Oui, mais si tu me dis que c'est tiré à 9000... Bah, en gros, on va refaire un tirage de 1000, 2000, et tout le monde est content en fait. Ça passe de... c'est un peu un emmerdement parce que l'éditeur va te regarder en disant oui, c'est pas un échec, machin, tu une gêne, ça leur fait pas perdre énormément d'argent, mais c'est quand même une gêne, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Et là, d'un coup, tout le monde dit super, on est content. L'album, après, a gagné 2 prix dans des festivals de polar BD. Il a eu un très bon bouche à oreille. Et il a eu une belle vie. On doit être à peu près comme Conan, à 12 000 actuellement, ce qui, par rapport aux ambitions du livre, était extrêmement positif. Donc maintenant, on peut dire que c'est un petit succès. Mais on ne s'attendait pas à un succès supérieur en fait. C'était pas... non, on pensait même que ça serait probablement moins. On espère toujours décrocher la timbale. Mais en fait, raisonnablement non. Et là, tout à coup, c'est
Oh bah c'est cool, surtout quand ça part très mal. J'y pense. Pourquoi la cage au con, ce titre, par rapport au jardin du bossu? Et pourquoi pas le jardin du bossu? C'est pas parce que je suis con et que parfois j'ai des bonnes idées, puis parfois j'ai des mauvaises bonnes idées. Et ça, c'est une mauvaise bonne idée, c'est-à-dire je trouvais que c'était un mauvais titre parce qu'il ramenait pour moi un imaginaire du Moyen-Âge, le jardin du bossu. Plusieurs gens à qui je l'avais proposé de le lire m'avaient dit ah ouais, moi je suis pas trop fan des bouquins du Moyen-Âge ou des romans machin, et j'ai dit ah bon. Donc j'avais Parce que pour eux, le bossu, c'est associé au Moyen-Âge? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du bossu de Notre-Dame, quelque chose de Quasimodo. Oui, ou même Tyrion, Lannister. Ouais, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, c'était, dans ce que je ressentais, un titre qui ne traduisait pas le roman. Et donc, peut-être pour faire mon malin, puis mon éditeur avait été assez d'accord avec cette analyse, et donc on s'était dit, bon, on va changer le titre. Et c'est une bêtise, il faut pas le faire. Oui, parce que finalement, les gens qui ont aimé le jardin du bossu, avant de savoir que la cage au con, c'est l'adaptation du jardin du bossu. Et puis même, il y a un autre truc beaucoup plus factuel, c'est que tous les libraires généralistes qui connaissent, parce que c'est un bouquin qui a pas un petit succès, mais qui a une petite estime dans le milieu du polar, le jardin du bossu. Les gens qui l'ont lu savent que c'est un bon bouquin. Et donc les libraires souvent l'ont lu. Oui. Et du coup, quand tu parles de la cage au con, ça leur parle pas du tout. Oui, surtout que le d'après, on le voit à peine sur la... Mais c'est même pas ça, c'est quand le représentant, parce qu'un livre, l'histoire d'un livre, c'est qu'il y a des représentants qui vont voir les libraires pour leur vendre les bouquins. Donc le libraire, si ça lui plaît, va en prendre 200, si ça lui plaît pas, il va en prendre 2. Et quand tu dis à un libraire généraliste, je te vends le jardin du bossu, tout de suite, ça peut connecter. Et donc il dit, ah ouais, le bouquin était bien, ouais, vas-y, ça m'intéresse, machin. Là, la cage au con, ça connecte rien du tout, et donc on a probablement raté des mises en place à cause de ça, ce qui est quand même un peu con. Oui. Et alors, pourquoi? Alors, parce qu'on peut parler de l'histoire en quelques mots? Ouais, clairement. Vas-y. Alors, c'est l'histoire d'un con qui a très très peu d'ambition dans sa vie, à part se taper sa nana, qui n'accepte de faire la chose que s'il ramène du pognon, et plus il ramène de pognon, et plus il peut faire de choses. Et lui, il a beaucoup d'imagination, et le problème, c'est que là, il n'a pas du tout de pognon, donc il se fait virer de chez lui, et il se retrouve dans un bar à broyer du noir et à se la mettre sur l'oreille. Et du coup, il se trouve que dans ce bar, il y a un gars qui est complètement beurré, qui sort des liasses de billets, et notre con se dit, c'est l'occasion rêvée. Ça a l'air d'être un faisan, un lapin de 3 semaines. C'est ça, je vais le suriner dans la rue, et je lui pique son pognon, et je reviens chez moi et ses copains cabana. Et en le raccompagnant, il se dit, non, il y a mieux à faire que le suriner bêtement dans la rue. Il a dit qu'il avait plein de pognon chez lui, donc il va le cambrioler. Et il cambriole, et dans tous les tiroirs, il y a des liasses de billets invraisemblables, et donc il se pense qu'il va avoir la nuit de sa vie, et la lumière s'allume, et le mec fin beurré est totalement sobre derrière lui avec un gros revolver, et lui dit, et maintenant, vous allez être mon homme à tout faire, puisque vous vous êtes servi en argent, j'achète ce temps, et vous allez rester un bon moment à me servir de tout et n'importe quoi. Et ce huis clos commence de ce mec qui est prisonnier d'un psychopathe et qui va devoir s'en sortir. C'est un thriller de huis clos, mais avec beaucoup d'humour et beaucoup de dérision, en fait. Et alors pourquoi au con au pluriel? Parce qu'avant lui, il y en avait eu plusieurs. Et à chaque fois, oui, c'était pas forcément très con. Parce qu'en plus, il y a des connes. Ouais, mais c'est un univers où le Franz Bartelt est je pense, je le connais pas personnellement, mais est quelqu'un qui a une pensée un peu acide sur l'espèce humaine. Et il y a énormément de dérision et d'amusement sur la nature humaine et sur ses petits et ses grands travers. Oui, parce que là, c'est quasiment on fait un parallèle, en fait, avec le dîner de cons, finalement, non? Ouais, et puis sur des gens qui, les deux, se croient très intelligents, et le lecteur, lui, assiste à un opéra comique de deux gros cons qui se croient très intelligents, et je pense que... Ils sont cons dans différentes formes. Et Franz Bartelt, et je suis pas loin de le rejoindre, je pense qu'il croit qu'on est un peu tous comme ça. Ouais. Quel est ton prisme par rapport au roman? Je suis beaucoup plus fidèle, je crois, et parce que le récit est beaucoup plus tenu sur l'intrigue, et donc je suis dans un fil d'intrigue qui est beaucoup plus carré, alors que le Conan c'est une rêverie.
Et du coup, je pense que j'ai pris moins de liberté, même si la fin me plaisait pas trop. Alors j'ai gardé la fin dans le sens qu'elle avait, mais par contre la forme, je trouvais qu'il y avait des allées et venues un peu compliquées. Donc j'ai plutôt fait un boulot de retravailler certains éléments de la structure, que de vraiment avoir des grosses licences artistiques sur l'intrigue. Mais alors justement, je vais te poser une question bête, mais tu lis là, quel est l'apport? Pourquoi faire une adaptation BD d'un roman que tu trouves bien? C'est-à-dire, quel est l'apport d'un média différent? Alors, on revient pour moi à la discussion du début, c'est-à-dire quelle est la position qu'on a vis-à-vis de l'œuvre. Est-ce qu'on est face à une divinité et on a un genou à terre et on se met à prier en disant je vais rendre hommage à... Voilà. Si on n'est que là-dedans, je pense que fatalement on fait un produit dérivé. Et là se pose la question de à quoi bon. C'est-à-dire on ne fait que rendre hommage à quelque chose qu'on est plusieurs à aimer, et donc comme Dieu n'est pas accessible ou qu'il a déjà été accessible, on le refait plusieurs fois pour dire aux gens regardez, on peut en remanger un petit coup. Et je pense que la plupart des adaptations aujourd'hui c'est ça. C'est redonner un petit coup de quelque chose de plaisir à des gens qui ont eu du plaisir sur quelque chose. Et souvent les gens sont déçus. Alors là ils sont déçus parce que ça n'a jamais la saveur du truc d'origine, puisque c'est par nature quelque chose qui n'est qu'une copie. Oui, mais déformée souvent. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on va justement je vais prendre un exemple, on en parlera avec Pascal dans une autre vidéo, mais c'est Last of Us, la série par rapport aux jeux vidéo. Je l'ai vu, donc je peux en parler un peu aussi. Oui, mais j'ai pas joué aux jeux vidéo. Oui, non, mais je vais en parler avec quelqu'un qui a joué aux jeux vidéo. Et en fait, il y a un gros débat sur est-ce que, c'est une bonne série, et 2, est-ce que c'est une bonne adaptation. Et par exemple, si je prends la saison 2, tu as beaucoup de gens qui vont être extrêmement déçus parce que ça ne respecte pas le jeu vidéo, et au contraire, ils vont trouver que la saison 1 est une bonne adaptation parce que ça respecte le jeu vidéo. Moi, et là, plus tu t'éloignes de la copie, moins ils vont aimer. Oui, alors c'est une dualité compliquée, c'est-à-dire que je pense que les fans acceptent la trahison s'ils considèrent que l'essence de l'œuvre a été respectée. Quelque chose qui est de l'ADN. Et là, ils acceptent très bien la trahison. S'ils sentent que cet ADN n'est pas là, pour le coup, ils veulent absolument que ça soit très proche de l'original, parce que sinon, il n'y a plus rien, quoi. Et je pense que moi, par exemple, on peut parler de Game of Thrones, où j'ai lu les bouquins et j'ai vu l'adaptation après en série télé. Ouais, sachant que l'adaptation va beaucoup plus loin, mais... Oui, mais même sur, disons, la première saison, tu vois, qui est le premier bouquin, et ben, je pense que c'est une très très bonne adaptation et qu'ils ont réussi à éviter tous les écueils, c'est-à-dire que c'est à la fois respectueux de l'œuvre, dans le sens où ils ont été très très respectueux de l'intrigue, des personnages, et pour autant ils ont quand même fait des choix différents sur des personnages particuliers. En particulier, les Lannister. Par exemple, hein. Et alors certains qui ont aimé énormément le livre et qui vont se sentir floués là-dessus. Moi qui n'étais pas forcément hyper fan du livre, mais que j'avais bien aimé, et ben tout à coup j'ai trouvé la proposition de la série télé très intéressante et j'ai été super pris. Et donc, moi je me suis senti floué. C'est pas un travail méthodologique qu'on peut prendre par méthode l'adaptation. Oui, c'est du ressenti. C'est du ressenti et il faut être à la fois respectueux et trahir, puisque s'il n'y a pas de trahison, il n'y a que produit dérivé. Oui. Et le produit dérivé, par définition, est décevant. Oui. Pour toi, du coup, c'est plus simple de faire une adaptation ou de partir de zéro? C'est plus simple de faire une adaptation parce qu'en fait, l'univers mental est déjà fait. Est déjà là. Ce qui est très difficile quand tu pars de zéro, c'est que tu définis toutes les règles du jeu d'un univers. Et en fait, c'est terriblement compliqué parce qu'on s'aperçoit en cours de route que telle règle que tu mets est contredite par telle autre. Il y a plein de choses qui doivent être petit à petit polissées pour que ça aille dans un sens. Parce qu'on ne pense pas à tout. Alors que là, le travail a déjà été fait par quelqu'un. Il a déjà sa grammaire, cet univers. Il a déjà son orthographe, sa grammaire. C'est une langue vivante. Et donc tu peux la parler et tu peux transformer des choses de cette langue pour en faire ta langue. Mais tu pars de quelque chose qui est déjà établi, qui a un équilibre, qui a une cohérence. Quand tu pars de zéro, il va falloir trouver cette cohérence. Il va falloir aller à la rencontre de cette cohérence et c'est dur.
Par contre, tu as les difficultés que tu as mentionnées, qui est de ne pas tomber dans le produit dérivé. Ah ouais. Ah ouais, si tu ne fais que rendre hommage, tu sers à rien. Alors, je sais pas si c'est pas une question polémique, mais est-ce que tu as un exemple de mauvaise adaptation? Ah ouais, mais c'est très personnel, c'est-à-dire... Bien sûr. J'ai pas beaucoup aimé Dune de Denis Villeneuve. Je trouve qu'il est passé à côté du sujet, mais pour le coup, je trouve qu'il a fait un travail d'adaptation, c'est-à-dire qu'il en a voulu en faire sa chose, Oui. mais je trouve que sa chose ne m'a pas touché. Il en a fait quelque chose de froid, ce qui pour... Mais le problème, c'est que le livre est très froid. En fait, le livre est très froid. Le truc, c'est que j'ai pas lu le livre depuis... Ah, oui. Moi, j'ai relu à l'occasion. Depuis 35 ans, et donc j'ai un souvenir C'est très diffus du livre, Ouais. mais j'ai pas été touché du tout. Je me souviens que le livre m'avait plu quand j'avais 15 ans, mais le film ne m'a pas touché. Je trouvais ça joli, mais pas touchant du tout. Et t'avais aimé le film de David Lynch? J'avais trouvé le film de David Lynch malade, mais intéressant. Il y a des très très belles choses et des choses complètement panées. Je trouve que David Lynch est un génie du cinéma qui me touche pas forcément. Mais je reconnais le génie, c'est-à-dire quelqu'un qui a un univers totalement singulier, cohérent, très personnel. Et il a amené ça dans un film qui se voulait grand public. Et le mariage est très contre nature. Oui, c'est pas très grand public. Un grand film malade, mais avec des réussites que je trouve assez extraordinaires. Qu'est-ce que tu as comme futur projet d'adaptation? J'en ai deux. Un d'un gros bouquin de fantasy dont je peux toujours pas parler dans cette vidéo. Mais c'est un bouquin d'adaptation qui sera très proche de ce que j'ai pu faire sur Conan, dans cet univers-là, on va dire. Mais tu seras au scénario. Je ne serai qu'au scénario, ouais. Et c'est un hyper brillant dessinateur qui se colle au dessin et à la mise en scène. Donc ça, je peux pas vraiment en parler, mais il y a un vrai travail d'adaptation, parce que c'est une œuvre un peu monumentale. Et du coup, il y a des choix à faire, il y a des simplifications à trouver, il y a aussi un ADN à conserver. C'est pas si évident. Et je m'aperçois que ça va être un gros bouquin de 300 pages et que 300 pages en BD, c'est dur à manœuvrer. Et pourquoi pas plusieurs tomes? C'est une question qui se pose. Et l'autre dont je peux parler, qui est aussi une adaptation, en ce moment je suis beaucoup dans les adaptations, qui est La mort du roi de Songor de Laurent Godet. D'accord. Où là, c'est un récit très mythologique et épique, un peu comme s'il y avait l'Iliade en Afrique. Et c'est encore une autre problématique, parce que c'est quelqu'un qui a une langue incroyable, avec un style flamboyant, incroyable, très lyrique, et arriver à conserver cette flamboyance sans la dénaturer, sans la rendre anecdotique. Le défaut de l'image, c'est qu'il peut le rendre anecdotique, les mots sont chargés de plein de sens, ils sont polyphoniques. L'image réduit le champ des possibles. Et donc, lui, il va avoir une langue très lyrique, très baroque, très mythologique. Comment arriver à faire des images là-dessus qui ne vont pas rabaisser son histoire sur le plancher des vaches. Tu vois, toute ma problématique, elle va être là. Et donc là, c'est signé? C'est signé, je suis en train de travailler dessus. Et tu es au dessin et au scénario? Exactement. D'accord. Et pourquoi? Pareil, c'est parce que tu as vu l'œuvre, tu as lu l'œuvre et tu t'es dit ça, je peux en faire quelque chose? Exactement, ça m'a plu. Je trouvais que c'était l'une des très rares œuvres que moi je définis comme, Laurent Godet ne serait pas d'accord, mais comme moi je définis comme d'heroic fantasy, mais en fait c'est de la mythologie. Mais l'heroic fantasy, est-ce que c'est autre chose que de la mythologie? C'est une question philosophique que je laisse débattre. Pour moi, ça parle de poésie et d'histoire en fait. Et la mythologie et l'heroic fantasy, pour moi, c'est ça. C'est le mariage, l'alliage de la poésie et de l'histoire. Et c'est une des très rares histoires qui mélange la grande histoire et la poésie en langue française que j'ai trouvé à la hauteur, c'est-à-dire incroyable. Avec encore une fois un style littéraire extraordinaire et contemporain. Donc ça m'a énormément touché, je trouvais les personnages incroyables, et en plus, alors pour le coup graphiquement, mais même culturellement, ça travaille sur l'Afrique, un univers que je ne connais pas du tout, mais justement, c'est-à-dire, c'est aussi une terra incognita de l'heroic fantasy.
C'est-à-dire que Oui, quelque part, tout à fait. c'est le berceau de l'humanité, donc c'est le berceau de l'histoire. C'est chargé, extrêmement chargé en termes de symboles, de plein de choses, et personne n'y a touché. C'est-à-dire qu'on va beaucoup chez les Celtes, on va beaucoup chez les Vikings, on va un petit peu chez les Russes, en Heroic Fantasy, mais en gros, on va au nord souvent. Mais Bah, aller au- c'est là qu'il y a les corons. Oui, merci. Bachelet, si tu nous écoutes. Il est mort. Là où Je tu suis es. désolé. Mais Il y a ils nous longtemps. écoutent peut-être, ça dépend si t'es croyant. Il y en a. Et du coup, cette possibilité d'aller explorer tout un continent dans son imagerie, et il y a des trucs invraisemblables, et ben là c'était l'assurance d'avoir un petit périmètre à moi, un grand périmètre même, où je serai tout seul et où personne ne viendra m'emmerder. Et le choix du style graphique pour ça? C'est toujours en négociation avec moi-même, hein, c'est-à-dire Oui, que j'avais demandé, je cherche la bonne formule entre stylisation et représentation réaliste qui va le mieux représenter cet univers, et j'ai pas encore trouvé. Parce que là, t'en es où? Je suis en train de faire le storyboard, D'accord. c'est-à-dire la mise en scène de l'histoire. Oui, avec donc les tu as fait le dialogues. séquencier déjà? J'ai fait tout le séquencier, j'ai fait les dialogues, et là je suis en train de mettre en image de manière moche Oui, tout ça. les patates. Ouais, c'est ça, de manière à ce que je ressente l'histoire, moi, et de voir après comment je mets le curseur graphique. Est-ce que je vais le mettre vers plus de stylisation, plus de réalisme, pour voir ce dont le récit a besoin pour exister. Et la sortie de la BD prévue pour quand 2028, je pense. D'accord. Donc on a le temps. On a le temps de relire, de lire ou relire le On a roman. le temps de faire 3-4 vidéos d'ici là. Et bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir, encore une fois. Merci pour ton invitation. Bah je t'en prie. Et puis, à bientôt. Salut Batman. Les noirs dans des lacs de sang impur. Maintenant, ils apprendront pourquoi ils ont peur du noir. Maintenant, ils sauront pourquoi ils craignent la nuit. Ça, c'est la véritable force. Ça, c'est le pouvoir. La force et le pouvoir de la chair. Mais quelle audace! Mais quel outrage! Quel scandale! Quelle insolence! Quelle arrogance!